Bonjour et bienvenue dans la prépa concours prof de sport, le podcast proposé par le CREPS Bourgogne-Franche-Comté et dédié à la préparation des concours du professorat de sport. Je m'appelle Florent Gobard, je suis formateur, responsable du site de Besançon du CREPS Bourgogne-Franche-Comté et j'interviens depuis plusieurs années dans l'accompagnement des candidats au concours, à l'écrit comme à l'oral. À travers cette série de podcasts, l'objectif est simple. Vous aider à comprendre les attentes du concours, à structurer votre travail et à sécuriser votre préparation avec des apports méthodologiques, des repères institutionnels et des conseils concrets. Chaque épisode aborde une étape clé du parcours du candidat. Bonne écoute et bonne préparation. Épisode 5. L'expertise en performance sportive. Bonjour et bienvenue aujourd'hui. On s'attaque à une question vraiment fascinante. Comment est-ce qu'on fabrique un champion? On pense tout de suite à l'entraînement, la sueur, la répétition, mais les documents qu'on a là sous les yeux suggèrent que c'est bien plus complexe. Une sorte d'alchimie en fait. C'est tout à fait ça. On a 3 sources qui, mises ensemble, dessinent une sorte de portrait robot de l'athlète moderne. La première nous donne une grande équation de la performance, avec une dimension qu'on oublie souvent. Ah oui. La deuxième, c'est un vrai manuel de mécanique humaine. On plonge au cœur du muscle. Et la troisième nous présente un outil digne de la Formule 1 pour piloter tout ça, la variabilité de la fréquence cardiaque, la VFC. D'accord, donc l'idée c'est de voir comment ces 3 pièces du puzzle, le mental, le physique et les données, s'emboîtent pour créer l'excellence. Alors, par où on commence? Commençons par cette fameuse équation, parce qu'elle pose vraiment les bases de tout. Elle est simple, mais redoutable. Performance égale compétence, multipliée par le mental, multipliée par l'intimité. Attendez, une multiplication, pas une addition. Ça change absolument tout. Ça veut dire qu'un athlète peut être le plus doué du monde, des compétences incroyables, mais si son facteur mental est à 0 le jour d'une finale, sa performance globale s'effondre. C'est aussi radical. C'est exactement aussi radical que ça. C'est la puissance de cette formule. Si un seul facteur est nul, le résultat est nul. L'image qu'on a, celle du chaton qui se voit comme un tigre dans le miroir. Oui, je vois. Elle illustre ça parfaitement. Le mental peut démultiplier la force brute. Alors si on décortique, les compétences, c'est le plus évident. La technique, la force, la vitesse. Mais aussi l'hygiène de vie. C'est le hardware, quoi. Le hardware, d'accord. Et donc le mental, ce serait le software. Le système d'exploitation qui fait tourner la machine. Gestion du stress, motivation. Précisément? Et enfin, le troisième facteur, l'intimité. C'est le plus surprenant et souvent le plus négligé. Ça représente la qualité de l'environnement de l'athlète, la cohésion avec l'équipe, le staff, le soutien de la famille. L'écosystème, en quelque sorte? C'est ça. Un génie qui est isolé ou dans un environnement toxique, il tiendra jamais au plus haut niveau. C'est très clair. Alors, explorons ce premier facteur, les compétences. Le document sur la prépa physique nous emmène direct au cœur du réacteur, au niveau cellulaire, avec une molécule, l'ATP. On dirait que tout part de là. Tout part de là. L'ATP, c'est la seule et unique monnaie d'échange énergétique du muscle, le seul carburant qu'il sait utiliser. Le problème, c'est que les réserves sont minuscules, à peine quelques secondes d'effort. Donc le corps doit en fabriquer en permanence. En permanence. Et pour ça, il a 3 systèmes de production, 3 filières. Comme une voiture hybride qui aurait plusieurs moteurs. C'est une excellente image, oui. Vous avez le boost électrique pour un démarrage foudroyant sur à peine 6 à 10 secondes. C'est notre filière anaérobie alactique, parfaite pour un haltérophile ou un départ de 100 mètres. D'accord. Ensuite, un gros moteur thermique prompt-voilé pour les fortes accélérations. Il est puissant, mais il chauffe vite, il ne peut pas tenir, disons de 10 secondes à 2 minutes. C'est la filière anaérobie lactique. Ah, et c'est elle qui crée cette fameuse sensation de brûlure dans les muscles. C'est exactement elle. Et enfin, il y a le mode de croisière pour les longs trajets. Le mode économique. Voilà, la filière aérobie. Elle utilise l'oxygène pour brûler les carburants sur la durée. Moins puissante, mais quasi illimitée. C'est le moteur du marathonien. Et ce qui est fascinant, c'est que ces 3 filières, elles tournent tout le temps en même temps. L'entraînement, c'est apprendre au corps à passer sur la bonne vitesse au bon moment. Et ces différents moteurs, ils sont liés à des pièces différentes dans le corps? Je pense aux fameuses fibres musculaires. Absolument. Chaque fibre est spécialisée. Vous avez les fibres lentes, le type I. Elles sont rouges, très irriguées. Ce sont les marathoniennes du corps, infatigables. Conçues pour l'endurance pure. Exact. Et à l'opposé, vous avez les fibres rapides, de type IX. Blanches,
explosive, mais elle s'épuise en quelques secondes. Les fibres du sprinter. Et il doit y avoir un entre-deux. Oui, et ce sont peut-être les plus intéressantes. Les fibres intermédiaires de type IA, un vrai couteau suisse musculaire. Rapide, mais aussi assez endurante, et surtout très, très adaptable à l'entraînement. Ce sont les fibres reines des sports collectifs. D'accord, on a donc cette machine biologique complexe et adaptable. Mais bon, une Formule 1, aussi puissante soit-elle, elle gagne pas sans un excellent pilote. C'est là qu'intervient le mental de notre équation, j'imagine. C'est tout l'enjeu. Le préparateur mental, attention, n'est ni un psychologue ni un psychiatre. Il ne répare pas quelque chose, il optimise. Son seul but, c'est de réduire l'écart entre le niveau que l'athlète montre à l'entraînement et celui qu'il est capable de produire le jour J. Quand la pression est à son comble. Voilà. Et concrètement, comment on entraîne le mental? Vous avez un exemple? Bien sûr, un des outils les plus puissants, c'est la visualisation. Prenez un skieur de descente. Des semaines avant la course, il va, les yeux fermés, dévaler la piste mentalement des centaines de fois. Il ressent chaque vibration, anticipe chaque virage. Il s'entraîne sans bouger. En quelque sorte, oui, le cerveau fait pas une grande différence entre une action intensément imaginée et une action vécue. Du coup, le skieur est en train de renforcer les connexions neuronales de la course parfaite. C'est incroyable, il programme son cerveau pour le succès. Et j'imagine qu'il y a d'autres techniques. Oui, par exemple, la gestion du focus. En compétition, il y a 1000 distractions. Le public, l'enjeu, la douleur. Le coach mental aide l'athlète à définir des routines d'attention, des ancrages très simples, comme se concentrer sur sa respiration, par exemple. Ou sur un mot-clé. Ça lui permet de ramener son attention à l'instant présent, à la seule chose qui compte, la prochaine action à faire. C'est un travail de longue haleine pour automatiser ça. On a la voiture, on a le pilote, mais dans une course, les ingénieurs reçoivent des centaines de données en temps réel pour savoir si le moteur surchauffe. Est-ce qu'on a un équivalent pour l'athlète ? On en a un de plus en plus sophistiqué, et c'est notre troisième document, la variabilité de la fréquence cardiaque, la VFC. C'est une fenêtre sur l'état interne de l'athlète. Alors là, c'est un peu contre-intuitif, non ? On pense qu'un cœur qui bat comme un métronome, c'est un signe de bonne santé. Or, le mot variabilité suggère le contraire. Ah, c'est la question, et c'est tout l'intérêt du sujet. Cette micro-variation du temps entre chaque battement, c'est le reflet direct de notre système nerveux autonome, le grand chef d'orchestre. D'accord. Ce système, il a deux branches. L'une, c'est notre accélérateur, le système sympathique. C'est le mode combat ou fuite. L'autre, c'est notre frein, le système parasympathique, le mode repos et réparation. Donc si je suis bien, une VFC élevée, ça veut dire que le corps est agile, qu'il sait jongler finement entre l'accélérateur et le frein. C'est précisément ça. Une VFC élevée est le signe d'un système nerveux souple, résilient, prêt à encaisser une charge. À l'inverse, une VFC qui chute et qui devient très basse, c'est un immense drapeau rouge. Ah oui. Ça veut dire que le système est coincé, souvent sur l'accélérateur. À cause du stress, de la fatigue, le corps a perdu sa capacité d'adaptation. Continuer à s'entraîner dur à ce moment-là, c'est aller droit dans le mur. Et ça a des applications très concrètes, je suppose. C'est pas juste un chiffre qu'on regarde le matin. Non, pas du tout. C'est un outil de dialogue avec son corps. J'ai l'exemple d'un cycliste qui préparait une grande course. Son plan prévoyait une énorme séance un mardi, mais sa VFC ce matin-là, elle était dans le rouge vif. Effondré? Oui. Son coach a eu le courage de tout annuler. Journée de repos actif. La semaine suivante, il a battu tous ses records. Écouter le corps grâce à cette donnée a été bien plus payant. C'est fascinant. On passe de la mesure à l'action. De manière très fine. Les protocoles les plus avancés utilisent des codes couleurs. Selon le type de baisse de la VFC, on peut identifier si la fatigue est plutôt nerveuse ou musculaire et prescrire des actions ciblées. Un bain froid, un bain chaud, des techniques de respiration, c'est du sur-mesure. Le suivi devient totalement personnalisé et proactif, oui. D'accord. Alors, la question a 1 million d'idées. Comment on assemble tout ça ? On a la machine, le physique, le pilote, le mental, et un tableau de bord ultra précis, la VFC. Comment un entraîneur met tout ça en musique sur une saison entière ? La méthode clé, c'est la rétro-planification. L'idée est simple, mais puissante. Au lieu de commencer au jour 1, on part de la fin, le jour J, la compétition majeure de l'année. Et on remonte le temps. Exactement. Semaine par semaine, mois par mois, on construit le plan.
On se demande, pour être au top à cette date, je dois faire quoi 3 mois avant et 6 mois avant? Et ce plan, c'est pas juste un calendrier de séances de muscu. Il doit tout intégrer. Absolument tout. La montée en puissance physique, les cycles de travail mental, les séances avec le préparateur, et surtout les phases de repos et de surcompensation. C'est la grande architecture de la saison. Mais ce n'est qu'un plan. Et c'est là que la VFC intervient, pour ajuster le tir au quotidien. C'est exactement ça. La VFC, c'est la boucle de rétroaction. Le plan, c'est la carte routière. La VFC, c'est le GPS qui vous dit s'il y a des bouchons, un accident, et s'il faut changer d'itinéraire aujourd'hui pour quand même arriver à destination. Ce dialogue constant entre le plan à long terme et la réalité du corps. Voilà, c'est ça qui crée la performance durable. Tout ça donne le vertige en termes de complexité. Une des sources mentionne d'ailleurs, pour des techniques comme l'hypoxie, qu'une formation est nécessaire et qu'il faut être très prudent avec les athlètes mineurs. C'est un point absolument crucial. On manipule des outils extrêmement puissants qui agissent sur la santé. Ça exige une expertise scientifique, bien sûr, mais aussi une éthique irréprochable. L'objectif, c'est d'optimiser la performance, jamais au détriment de la santé de l'individu. L'humain doit rester au centre. Toujours. Si on devait résumer tout ça, l'idée qui me frappe le plus, c'est vraiment celle de l'intégration. La formule du début, compétence fois mental fois intimité, elle prend tout son sens. On ne peut pas tirer sur un seul fil sans que tout le reste bouge. C'est ça. Le physique construit la machine, le mental la pilote, l'environnement la soutient. Et des outils comme la VFC, eh bien, ils fournissent les données pour s'assurer que le moteur surchauffe pas. La clé, c'est pas la maximisation d'un seul facteur, c'est l'optimisation de l'équilibre entre tous. Pour finir, une pensée à explorer. Toutes nos sources se concentrent sur l'optimisation de l'athlète en tant qu'individu. Mais si on transposait ces principes, si on appliquait ce suivi de la charge, ce souci du bien-être mental et cette analyse de la cohésion, le fameux facteur intimité, non pas à un athlète, mais à une équipe entière, ou même à une entreprise. Intéressant. Quelle forme pourrait bien prendre une VFC d'équipe? Voilà une question à méditer. Merci de nous avoir suivis.